Je m'appelle Gérard Christian, j'étais directeur technique de Fréquence Gay. J'ai aussi animé deux émissions, une qui s'appelait Sparte, une émission de sport, et une autre 36 bougies où je recevais des people quoi, des années 20, 30, 40, 60. Donc je suis arrivé à Fréquence Gay en 1981, en fait, octobre 81. Alors en octobre 80, j'avais déjà 27 ans. J'avais 27 ans et euh, bon, c'était quelque chose de tout nouveau pour moi parce que je n'étais pas du tout dans le milieu gay. En fait, j'avais entendu parler du projet Fréquence Gay un petit peu avant, c'est au printemps 1981, par un garçon qui s'appelait Audrey Cause, que j'ai rencontré dans un des nightclubs gays parisiens. Et en fait, en discutant, il m'avait parlé d'un projet de radio qui était imminent. Pourquoi une radio gay, etc. Parce qu'il faut dire que j'étais zéro au niveau du milieu gay. Moi, c'était les bars, les Tuileries, éventuellement les trucs, parce que j'avais d'autres, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan sportif, j'avais d'autres, pas responsabilités, mais d'autres attraits. Donc, qui était très loin, presque aux antipodes du milieu associatif gay. Donc ce que je faisais à côté, alors moi j'étais infirmier libéral dans le 19e arrondissement à Paris. En fait, j'avais un diplôme d'infirmier que j'avais eu dans la Marine nationale, parce que j'ai été engagé 3 ans dans la Marine nationale. Donc j'étais infirmier et à côté de ça, je faisais de l'aviron depuis que j'étais tout gamin et en fait je suis devenu entraîneur et jusqu'à avoir des responsabilités du département sportif de l'aviron de Joinville, hein, pour ne pas le nommer. L'aviron de Joinville d'ailleurs qui est devenu maintenant l'aviron Marne-Joinville. Et puis voilà, donc entre ma vie professionnelle et ma vie sportive, j'étais très très occupé et j'ai quand même mis le pied dans le milieu gay. Comment que j'ai pris contact avec la radio? Donc j'avais bien sûr, comme je l'ai dit, entendu parler du projet par Audrey. Et la radio a commencé à émettre, je l'ai écouté, et puis je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors, bon, c'est vrai qu'il faut dire les choses, c'est qu'auparavant, avant que je rentre dans l'armée, et même à ma sortie de l'armée, bon, j'étais toujours attiré aussi par le milieu artistique et notamment le théâtre. J'ai fait le cours Simon, je voulais pas me lancer parce que j'étais conscient que j'avais pas le talent qu'on devait avoir pour vraiment faire une carrière dans ce milieu-là. Mais donc j'ai toujours été attiré un petit peu par ce milieu. J'ai dit, bah tiens, par le biais de la radio, pourquoi pas. Et puis voilà, et donc j'ai envoyé un courrier à Fréquence Gay, et très vite j'ai eu une réponse de Patrick Auger, qui était à l'époque le patron, quoi, le directeur de Fréquence Gay, et il m'a donné rendez-vous à la première soirée organisée par la radio au Bataclan. Et en fait, je pense que comme la radio venait d'être lancée, bon, c'était pour réunir, c'est pas que je pense, c'est que c'était pour réunir des fonds pour pouvoir bien subvenir à la radio. Et donc voilà, Patrick Auger m'a reçu, il m'a dit, écoute, ce serait intéressant que tu fasses une émission. Et donc c'était la première émission que j'ai eue qui s'appelait Sparte. Alors moi, j'avais aucune idée à quoi ressemblait une radio, ni même un studio de radio. Donc il m'a donné rendez-vous après bien au studio qui était à Télégraphe. C'était pas le dernier immeuble, c'était l'avant-dernier immeuble de Télégraphe. Et donc je suis arrivé là, et bien, je suis arrivé dans une espèce
on va dire, c'était une cuisine, si je me souviens bien, avec une table, avec des micros, une table de mixage derrière, un émetteur qui était dans un renfoncement. Et puis, voilà ma première approche avec Fréquence Gay. Puis j'ai été agréablement surpris, d'abord de voir les gens, de discuter, et puis en plus des gays, parce que moi, j'avais pas d'amis gays. En fait, à l'époque, c'était des relations, et puis c'est tout, et d'un soir, et puis là, j'ai commencé à rencontrer des gens gays, et puis on a commencé à sympathiser, etc., sans qu'il y ait le rapport qu'on peut avoir intime, etc., c'est plus amical, et puis voilà, et donc, voilà ma première approche avec Fréquence Gay. Ouais. Donc les premières émissions, avant que je prenne contact avec Fréquence Gay, donc les premières émissions que j'ai pu écouter, il y avait Pablo, il y avait des émissions musicales aussi, il y avait quelques émissions qui commençaient à arriver. Alors, bon, là je pourrais pas dire lesquelles exactement, je me souviens pas trop. Bon, la seule vraiment que je me souviens, c'était de Pablo le soir. Donc très très vite, j'avais cette émission de sport une fois par semaine, il me semble, et très très vite je me suis intéressé à la technique. Alors à l'époque, il y avait un technicien, on va dire en chef, qui était vraiment responsable, c'était Jean Lémé, en fait, après j'ai compris qu'il a été à la base en fait du projet avec Patrick Auger. Patrick Auger qui a financé le tout, l'émetteur, l'appartement où est-ce qu'ils sont mis, et Jean Lémé sur la partie technique, qui après a été aidé, et puis avec Yann Chen. Donc c'était les deux premières personnes sur le plan technique que j'ai rencontrées. Et puis, naturellement, je me suis rapproché d'eux. Ils m'ont vraiment appris beaucoup de choses. Et en fait, je me suis engrainé en fait sur la technique. Alors là, ça va être plutôt sur la réalisation. Et puis petit à petit, on m'a appris à faire des soudures, à faire quelques petites réparations. Et notamment quand on est passé, parce que très vite, on s'est aperçu, on émettait qu'à 500 watts. L'émetteur c'était un DB Electronica, et l'émetteur était bridé à 500 watts. Et c'est vrai qu'on avait une couverture quand même assez restreinte. Et on a dit un jour, il faut, qu'on puisse mettre notre émetteur à 1 kW, pouvoir actualiser cela. Donc, mais par contre, pour cela, il fallait 4 éléments, parce qu'on n'avait qu'un élément d'antenne, et il fallait 4 éléments d'antenne pour supporter les 1 kW. Mais pour 4 éléments, il fallait un pylône qui faisait à peu près, je vais dire, entre 6 et 10 mètres. Je ne me rappelle plus exactement, mais c'était un pylône énorme. Et donc on a fait un appel sur les antennes pour demander s'il y avait des gens qui avaient des plans, ou etc. Et on a un monsieur, je me rappelle, on était allé voir ça, je crois que c'est en Seine-et-Marne ou un truc, et un monsieur qui nous a mis à sa disposition le pylône, le fameux pylône, qui après a été installé sur le toit. Puis là, ça a été une aventure, parce que là, on avait un petit bras d'antenne. Là, il n'y avait pas de problème, on pouvait l'accrocher avec des câbles, mais c'était simple. Mais là, le pylône de 10 mètres, ça avait une prise au vent, donc il fallait l'installer pratiquement professionnellement. Et donc là, c'est plus Yann et Jean Lémé qui se sont occupés, qui ont fait appel à des professionnels, si je me souviens bien, parce qu'il a fallu passer des bras de renfort dans la cage à ascenseur, etc. Puis c'est là que nos ennuis ont commencé. Parce que nos ennuis ont commencé, un pylône de 10 mètres, on le voit de très loin, et même d'en bas, et il y a
copropriétaires eh bien, qui ont demandé au gardien, mais qu'est-ce que c'est que ce pylône-là qu'on voit en haut? Le propriétaire, quel pylône? Qu'est-ce que vous racontez? Ah ben oui. Et quand il est monté sur le toit, eh ben là, il a vu le désastre, quoi. Un pylône de près de 10 mètres, avec des câbles partout pour maintenir, etc. Et puis ben là, ben oui, les ennuis ont commencé dans la mesure où, évidemment, on n'avait pas d'autorisation. On n'avait pas... En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a commencé à mettre les 1 kW, l'émetteur DB Electronica, qui était basique, vraiment très basique, nous causait pas mal de problèmes en fait dans l'immeuble. Les gens ils se sont dit, ah mais voilà pourquoi on entend une radio sur notre répondeur, ou qui faisait des parasites sur les télévisions, etc. Et là, alors là, tout le monde portait réclamation, etc. Et là, il y a eu un référé, je ne me rappelle plus de combien de temps on nous a donné pour dégager. En fait, on avait un câble, effectivement, mais qu'on faisait passer par la fenêtre. Qu'on faisait passer par la fenêtre de la cuisine et qui montait sur le toit. Donc là, ça ne gênait pas, il n'y avait pas de problème. Le problème est arrivé quand on a mis le fameux pylône. Le fameux pylône, bon, le câble, lui, de sortie de l'émetteur, il n'a pas changé, il était toujours de la cuisine. C'est surtout par rapport, le problème se passait sur le toit, quand ils sont arrivés sur le toit. Alors, combien de temps on a tenu, si je me souviens bien, ça va être, allez, je vais dire peut-être mars, avril 1982, je crois qu'on a tenu quand même un certain temps jusqu'à ce qu'on trouve, parce qu'on n'a pas eu de trou en fait, on n'a pas eu de break, on a changé de toit, mais ça s'est fait assez rapidement. Ce qui s'est passé au niveau du changement de toit, dès qu'on a eu ce référé, qu'on savait qu'on devait partir, bien, on a fait des recherches de toit. Et on avait quelques contacts, parce que bien sûr, la problématique, c'est de trouver un toit, mais pas n'importe quel toit. Ça ne servait à rien de trouver un toit dans le bas de Ménilmontant, parce que là, on aurait arrosé le 11e arrondissement, mais c'était tout. Il fallait un toit sur les hauteurs de Paris. Donc, c'est ce que l'on cherchait. On a eu à un moment donné un rapport avec un monsieur, je crois que c'est Patrice son prénom, Meyer, en fait, qui était qui était un des fondateurs de RFM. Et ils avaient des antennes sur les Mercuriales. Il y a toujours des antennes sur Mercurial, je ne sais pas si c'est toujours eux, si c'est toujours RFM. Mais donc, on a eu des pourparlers. Mais je crois que c'est pas que je crois, c'est que c'est sûr c'était trop onéreux pour nous, parce qu'on était à l'époque vraiment une radio associative, on n'avait pas les frais. Donc on a continué, et puis il y a un monsieur Norbert Terry, qui était un des propriétaires de cinéma, aujourd'hui on appellerait érotique, mais à l'époque c'était X, rue Vivienne. Et puis il avait des studios, il faisait aussi de la production de films gays érotiques, et qui nous a proposé son toit et même une partie de ses sous les toits, une partie d'où il était propriétaire, un endroit où il était aussi propriétaire, où est-ce qu'on a pu mettre l'émetteur et commencer à faire des émissions. Et ce toit était basé à rue Lamarck. C'est le dernier immeuble de la rue Lamarck, juste avant d'arriver au Sacré-Cœur, en fait. Et donc ce monsieur nous a autorisé à mettre aussi bien l'antenne que d'émettre de ses locaux, quoi. Ce monsieur Thierry, en fait, était, si je me souviens bien, un auditeur, en fait, un sympathisant de Fréquence Gay. Quand il a su, parce que ça s'est fait assez rapidement, quand il a su qu'on cherchait un toit, alors je crois qu'il en a, oui, c'est pas je crois, c'est sûr, il en a parlé à ses copropriétaires de l'immeuble, et il a eu une réponse positive, et puis il nous a proposé de nous installer
là-bas. Et il nous avait même proposé à un moment donné, parce que bon, on avait le toit, mais les studios, on n'avait pas de studio. Et donc, on commençait à faire des émissions un petit peu enregistrées de dessous les toits. Mais après, ils nous ont autorisé, au rez-de-chaussée, il y avait une boutique. Et pendant un bout de temps, on a fait les émissions de cette boutique au rez-de-chaussée. Mais ça s'est fait en fait très rapidement, c'est-à-dire qu'on a pu mettre, en attendant d'installer, parce que le pylône, il a fallu quand même un petit laps de temps pour pouvoir l'installer. Donc on a émis quand même avec une puissance moindre, on était repassé à 500 avec un petit pylône qu'on avait installé pour garder la fréquence. Parce que ce qu'il ne fallait pas, effectivement, que quelqu'un s'installe sur cette fréquence. Donc on a toujours occupé la fréquence de 90 FM. Ben, disons que c'est pareil, on a été obligé de faire appel à des professionnels, qui nous ont installé ce pylône, parce que ce qu'il faut savoir, on a des photos, et c'était un pylône. Bon, alors, d'après mes souvenirs, il était entre 6 et 10 mètres, donc il fallait vraiment des câbles d'acier pour le maintenir. Et donc, mais ça s'est fait relativement rapidement quand même. Ça a été installé 2 jours. Ce qui a dû se passer d'installer l'installation de nuit, ce serait plutôt sur le toit de télégraphe. Quand on a installé, quand on est passé de 500 watts à 1000 watts, qu'on a mis ce pylône, parce que c'est le même pylône en fait, hein, c'est le même pylône qui a été démonté de la rue Télégraphe et qui a été réinstallé sur la rue Lamarck. Oui, alors donc il y a eu un épisode quand même assez intéressant quand on a déménagé le studio de la rue Lamarck, parce qu'on est resté très peu de temps, on est allé rue Ronsard. Et là, justement, Yann Chen, qui était un des techniciens, a réussi à nous mettre un faisceau hertzien qui reliait les studios de la rue Ronsard à la rue Lamarck. Et un beau jour, on ne sait pas pour... Bon, on n'a jamais eu la raison, mais le faisceau hertzien, malheureusement, ne marchait plus, a cessé de fonctionner. Et là, alors donc, pendant quelques temps, ce qui s'est passé, c'est qu'on a enregistré des émissions dans le studio Larry Ronsard, et on allait mettre les bandes à côté de l'émetteur de la rue Lamarck. Et nous, on a eu effectivement l'idée de se dire, bon, si le faisceau hertzien ne fonctionne pas, on n'a pas les moyens de s'offrir un vrai faisceau hertzien par les télécoms, tout ça, c'était même pas la peine d'y penser. Donc on va passer un câble. Et là, donc, on a monté un câble sur le toit de la rue Ronsard et on est passé de toit en toit jusqu'à une partie. Bon, quand on voit la rue Lamarck, à un moment donné, avant d'arriver au Sacré-Cœur, vous avez des marches. On a des marches qui montent jusqu'au Sacré-Cœur. Et là, bon, pour nous, il a fallu lancer le câble à terre, en fait, le récupérer du toit de la rue Lamarck, le remonter. Et donc, tous ces câbles étaient reliés par des soudures. On avait fait des soudures et il y avait toute une équipe, en fait, des gens qui n'étaient pas de la technique, qui nous aidaient. Il fallait se battre avec les concierges des immeubles. On se faisait passer pour des gens des PTT pour passer des câbles. Évidemment, ils ne nous croyaient pas. J'ai une anecdote où Jean-Luc Romero, qui était avec nous, qui s'était mis une prise de bec avec une gardienne d'immeuble. C'était pendant nous, on montait en vitesse, on mettait le câble. Et puis le soir, parce que ça s'est passé sur une journée, le soir, on a relié ce fameux câble à l'émetteur. Et puis c'est vrai, on était très peu à y croire. On dit, c'est impossible que ça marche, mais on va essayer, on l'a branché. On a demandé à une personne des studios de mettre
l'indicatif, le tagada, et puis on avait le retour sur la tête, et tout d'un coup, paf, ça marchait. Et donc là, on a fonctionné comme ça, on a fonctionné jusqu'à notre déménagement Tour Reflet. En parlant du studio de la rue Ronsard, en fait, c'était, bon, on va dire du bricolage. Hein. C'était un studio qu'on avait trouvé dans une ancienne boutique en fait de tissus, parce que la rue Ronsard, c'est le fameux marché Saint-Pierre, et où c'était des tissus. Alors donc c'était une longue pièce, en fait, une longue boutique qu'il a fallu qu'on sépare avec des rideaux. Et notamment pour rentrer, on avait un fameux rideau de fer qu'on laissait toujours pour des questions de sécurité. Et les gens qui devaient arriver devaient pratiquement se baisser pour entrer dans ce studio. Et donc, pour les invités qu'on avait, c'était pas pro du tout. C'était pas pro du tout. On arrivait, il y avait des cartons partout. Il fallait qu'ils passent un rideau, un deuxième rideau. Et là, on avait installé le studio. Je me rappellerai d'une anecdote. C'est que pour mon émission 36 bougies, je recevais Georgette Lemaire. Georgette Lemaire, qui n'est pas une personne la plus facile, hein, qui était un petit peu froide, et elle était en retard. Donc je demande à Édouard Léal, qui était au fond du studio en train de faire son émission de midi, je lui dis « Édouard, est-ce que tu peux brader parce que Georgette Lemaire n'est pas encore là ?» Il me fait « Oui, pas de problème, Gérard Christian, ok. » Et puis sur ces entrefaites, Madame Lemaire arrive, Georgette Lemaire, je commence à discuter, mais elle est froide. Oh là, peut-être elle n'avait déjà pas apprécié d'être passée sous le rideau, je ne sais pas, elle était froide. Et puis avant quoi que ce soit que je dise quelque chose à Édouard, j'entends du fond de la salle « Hé Gérard, est-ce que la Georgette, elle est là ?» Je ne savais plus où me mettre. Et puis je regarde Georgette Lemaire qui était en train de lire quelque chose, qui a baissé le journal, regardé vers d'où venait la voix. Ah, j'ai dit, ça y est, c'est mort. Mon émission. En plus, dans cette émission, je faisais régulièrement des gaffes. Et puis on commence à interviewer, et puis moi qui commence à lui poser des questions sur son mari, qui l'accompagnait au piano, et qu'elle me dit « Ouais, mais enfin, ça fait 10 ans qu'on est divorcés. » Je dis « Bon, ouais. » Et une deuxième truc, à cause de ces studios, c'est qu'il y avait très peu de place pour le parking. Très compliqué, le marché Saint-Pierre. Et donc, je reçois toujours dans cette émission un monsieur qui s'appelait Georges Guettari. Et moi, j'étais en pleine émission. Et j'entends au fin fond du truc, mais j'en ai rien à foutre que ce soit Georges Guettari, s'il ne déplace pas sa bagnole, je lui casse le pare-brise. Il avait une espèce de voiture Galaxy à l'époque. Je ne sais pas possible. Voilà. Donc c'est vrai qu'il fallait d'urgence qu'on change en fait de studio. Donc après la rue Ronsard, bien sûr, il a fallu qu'on trouve un studio un peu plus professionnel. Là, au niveau de trouver le nouveau studio, je ne me rappelle plus, je crois que c'était plus de la présidence de l'époque. Et ils ont trouvé un appartement. Alors là, c'est vrai qu'on commençait à avoir de la pub, on avait un peu plus d'argent. Et ils ont trouvé un local dans la Tour Reflet, sur les fronts de Seine. Je ne me rappelle plus quel étage. Mais c'était quand même assez haut, 33e, voilà exactement, oui, exactement, c'était au 33e étage de la Tour Reflet. Et là, on est arrivé, alors avec des techniciens, avec Bernard Métillon, avec Frédéric, et là, on a commencé à voir un petit peu, voir qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire. Et comme on avait un peu plus de moyens, c'est là qu'on a créé ces studios, mais ça a été vraiment une création, parce qu'on a pu mettre une vitre, on a pu mettre... Alors Bernard Métillon, qui travaillait lui dans la technique, nous ramenait du matériel, notamment si on se souvient des fameux téléphones où on pouvait avoir... où on recevait les appels d'ailleurs, et donc c'est lui qui nous les avait fait avoir, qu'on a pu mettre cette moquette au fond de studio, cette belle table avec
une tapisserie Bordeaux. Et donc ça, on l'a fait vraiment de A à Z. Après, un autre technicien nous a rejoint, qui s'appelait Jean-Louis Ducarme, qui était, alors lui, un vrai pro. Il travaillait dans le cinéma, il était ingénieur du son, et il a travaillé dans plusieurs films, mais des longs métrages. C'était une sommité quand même, au niveau du son, et qui est venu nous donner un coup de main, mais qui était très droit, très professionnel. Puis c'est là, en fait, on arrive là, je crois, au niveau de la tour reflet, c'est ça, 82, parce qu'on y est resté quand même, on est resté donc à Tour Reflet un bout de temps, parce que moi, en fait, j'ai plus connu tellement de studios. Après, je m'occupais plus que des extérieurs. Pour faire la différence entre les studios en fait que l'on a eu, effectivement, bon, on est passé d'une petite cuisine à une boutique de vêtements. Alors là, à la Tour Reflet, là, c'était le luxe. Parce qu'on avait la partie vraiment studio avec une partie technique qui était énorme. Une autre pièce adjointe où là on pouvait recevoir les invités. Et il me semble qu'il y avait il y avait le duplex aussi. Oui, non, c'est pas qu'il me semble, c'est qu'il y avait un fameux duplex où là on avait plus l'administration. Et donc c'était énorme. Alors je pourrais plus quantifier le métrage carré. Mais c'était vraiment professionnel. Les gens qui venaient, on a pu recevoir pour l'inauguration des personnalités comme Dalida, d'autres personnalités qui sont venues et qui étaient impressionnées quand même par là. C'était vraiment, on était passé de l'amateurisme au professionnalisme. Oui, alors il y avait une radio, si je me souviens bien. Quel est le nom de cette radio ? Voilà, alors donc une radio qui s'appelait Radio Courtoisie, qui était une radio, on ne va pas dire évangélique, mais enfin catholique. Et en fait, c'est vrai que nos rencontres dans les ascenseurs étaient assez ubuesques, parce qu'on se regardait assez froidement. En plus, il y a des invités qui se trompaient, qui venaient chez nous par rapport à chez eux et qui étaient assez surpris du thème de notre radio. Et puis je crois, si je me souviens bien, il y avait des vannes qui allaient à l'antenne. Radio Courtoisie, oui. Yann était vraiment un génie, en fait, on peut dire à cette époque-là, vraiment un génie de la technique, parce que, en fait, moi j'étais plus axé sur la réalisation et puis l'installation du matériel, parce que j'arrivais, je me mettais sur les lignes téléphoniques, etc. Et Yann nous avait confectionné une petite boîte et qui allait contre toutes les théories, parce que les gens disent « jamais ça fonctionnera, c'est impossible ». Et la première émission en direct qu'on a fait, je me rappelle, c'était La Scala. Je crois que c'était début 82, il me semble, quelque chose comme il y avait Nina Simone, et c'est la première émission en direct qu'on a fait. Donc on a installé cette petite boîte, moi j'avais la table de mixage, on était obligé de faire des distorsions pas possibles pour avoir un son, et c'est vrai que quand c'est passé, c'était une audition vraiment, technologiquement, c'était impeccable, quoi, je veux dire. Au niveau du signal, on avait vraiment un très très bon signal, et donc on a fonctionné, en fait, moi tout le temps que j'ai été à Fréquence Gay avec cette boîte que nous a confectionné Yann. J'ai participé à pratiquement toutes les directs, presque tout, les directs que l'on faisait en extérieur, notamment pour une émission qui s'appelait Midi, je ne me rappelle plus le nom, en tout cas c'était le midi, et puis on allait dans tous les endroits de Paris. On a fait la piscine de Ligny, on a fait tous les restaurants comme le Diable des Lombards, le Père Tranquille, on a fait la place du Tertre, le Palais Royal, et on faisait aussi beaucoup d'extérieur au niveau le soir pour faire des émissions, justement pour ramener un peu les finances et puis faire des fêtes, bien sûr comme
le cirque d'hiver, je faisais le cirque d'hiver. Les piscines aussi, il y avait une piscine, c'était près des Champs-Élysées, ça s'appelait la piscine. On le faisait aussi dans des nightclubs, des choses comme ça. Ouais, non. Des ouvertures aussi, on a fait des ouvertures de boîtes. Donc les souvenirs que j'ai de ces fêtes, que ce soit le Bataclan, le cirque d'hiver, c'est d'abord de voir le monde qui venait lors de ces fêtes. Et c'était vraiment... parce que bon, quand on est dans notre petit studio, devant nos micros, notre technique, bon, on ne se rend pas compte, mais quand on voyait le cirque d'hiver se remplir complètement, et puis, non, c'est un souvenir incroyable. Puis j'ai un souvenir du cirque d'hiver, où c'est là où j'ai rencontré la première fois Michel Coquet. Michel Coquet, qui était à l'époque, moi j'ai connu, il était auditeur, il est venu voir un petit peu, on a sympathisé. Michel Coquet, petit à petit, en fait, est venu de plus en plus souvent à la radio, a rencontré Jean-Luc Hennig et Guy Hockenheim, qui faisaient la première version des petites annonces de Fréquence Gay. Et en fait, Michel Coquet a participé dans les premières émissions. Il était au Standard. Puis, petit à petit, il a participé aux petites annonces avec Guy Hockenheim et Jean-Luc Hennig. Et quand ceux-là, ils sont partis, ils ont laissé l'émission, je ne me rappelle plus pour quelle raison. Et en fait, ils ont laissé l'émission à Michel Coquet. Et Michel Coquet qui a fait de l'émission qui est devenue d'une popularité incroyable. Il a donné son image, il a donné la couleur qu'avaient les petites annonces, il a créé les reporters express avec Jean-Michel et Pascal, qui étaient les premiers reporters express. J'en ai fait partie. J'en ai fait partie des reporters express. Je me rappelle d'une fois où il se trouve que je suis resté avec la personne avec qui qu'on allait interviewer, et Michel Coquet à l'antenne. Gérard Christian, c'est pas professionnel. Et Michel aussi a fait partie je ne sais pas si vous vous souvenez de Michel, qui était vraiment quelqu'un d'un talent fou. Il faisait les émissions du matin, qui était vraiment, il avait un talent, malheureusement il nous a quittés, Michel. Voilà quoi, Michel Coquet, ça a été on était très proches, parce que c'était quelqu'un de très sympa, vraiment qui faisait des trucs avec les courriers des prisonniers, il faisait plein de choses, sur le chômage aussi, il a fait beaucoup d'émissions aussi sur le chômage. C'était quelqu'un de très important à la radio, Michel Coquet. Ouais. Au temps de la radio où je participais à la radio, effectivement j'avais une vie professionnelle, j'étais infirmier libéral qui me prenait quand même pas mal de temps. Bon, je faisais mes horaires quand même. Je disais, quand j'avais quelque chose à faire, je disais à mes clients, ce soir je serai en retard, ou je viendrai plus tôt, etc. À côté de ça, j'avais, c'est vrai, mes responsabilités au niveau du sport, au niveau de l'aviron de Joinville, où là, j'étais entraîneur, je suis devenu aussi responsable sportif, donc ce qui veut dire que on organisait des stages, les week-ends, c'est pour ça d'ailleurs que je peux vraiment pas raconter ce qui se passait à la radio les week-ends, parce que les week-ends j'étais à l'aviron. J'ai dû même participer une fois ou deux où il y avait des manifestations pour justement l'attribution des fréquences, tout ça, et où je me suis fait d'ailleurs un jour tirer mon appareil photo, c'est une parenthèse. Oui, je jonglais vraiment avec mon timing, avec mon temps, et aujourd'hui je me demande comment j'ai fait. Donc à cette époque, ma vie était vraiment cloisonnée. Alors peut-être un peu moins
avec ma vie professionnelle en tant qu'infirmier, parce que bon, je travaillais avec un masseur kiné qui était super sympa, bon, il connaissait, etc. Donc de ce côté-là, et puis je n'avais pas de compte à rendre, parce que c'était vraiment professionnel, c'était des clients chez qui j'allais, donc ils n'avaient rien à savoir tout ça. Par contre, au niveau de l'aviron, oui, là, c'est vraiment, je cloisonnais complètement ma vie associative Fréquence Gay et ma vie associative sportive à l'aviron. La seule chose que je m'étais aperçu, c'est qu'il m'est arrivé 2-3 fois, les gamins dans les vestiaires ou n'importe, ils écoutaient les émissions, justement les Fréquences Gays. Et moi je disais, bon, j'espère qu'ils ne vont pas reconnaître ma voix quand je fais le reporter express. Et voilà. Et donc, il s'avère que non, ça n'a jamais transpiré, en fait, pendant toutes ces années, parce que peu de temps après, dans les années 80, oui, juste avant que je parte aux États-Unis, il y avait les soirées du Palace, et j'étais allé à une des soirées du Palace, et là j'ai rencontré un des garçons que je m'occupais quand il avait 14-15 ans, à l'aviron, tout ça, et je le rencontre au Palace. Il me dit, Gérard, qu'est-ce que tu fais là? Et je dis, ah ben... Donc il s'en doutait pas, donc là j'ai eu la confirmation, ah non jamais, après en parlant, ah non jamais on se serait douté. De camp à camp, je suis resté à Fréquence Gay, et puis les événements les plus importants, je suis arrivé en fin 81, et j'étais vraiment actif, je vais dire, à la radio jusqu'en, je dirais, 85-86. Et là, quand ont émergé des problèmes internes, etc., bon, ça m'a un petit peu fatigué. Bon, je continuais les émissions extérieures, mais c'est vrai que je décrochais, j'y allais un petit peu moins au niveau de la radio. Autrement, au niveau des événements, les événements, il y en a tellement, les soirées qu'on a pu faire, et notamment ces fameuses soirées du cirque d'hiver qui sont inoubliables, les rencontres aussi, les rencontres avec tous des gens. Là, j'avais, bon, malheureusement, un problème avec les noms des gens, mais René Brunel, avec qui j'étais aussi assez proche, on allait chez lui de temps en temps, avec Michel Coquet, parce qu'il était très proche de Michel Coquet aussi. Et on allait régulièrement dans un restaurant, pas loin de Bastille d'ailleurs, pas très très loin de Bastille, qui s'appelait La Bergerie. Et René Brunel, il aimait aller là-bas parce que la patronne était d'extrême droite et il voulait la narguer. Et on allait là-bas rien que pour la narguer. C'était marrant, mais autrement au niveau des événements, il y en a tellement des événements, les problèmes qu'on a perdu les fréquences, qu'on est obligé de changer de fréquence, nous a obligés aussi de nous mettre avec Arc-en-Ciel, qui était devenu quand même un petit peu problématique. Moi, les principaux événements, ça va être un petit peu sur le plan technique, ces événements qu'on est obligé de passer ce câble, changer de toit, rencontrer les gens justement qui nous faisaient des propositions. Bon, il y avait des trucs uberlues, hein. Il y a des gens qui nous proposaient des toits, mais au fin fond je me rappelle, il y avait un monsieur, c'était dans le 78, mais c'était improbable, quoi. Nous mettre sur sa maison, le toit, on dit. Alors, la vie associative de la radio, pour moi, c'était, comme je l'ai dit précédemment, un peu compliqué parce que j'étais tellement pris d'un autre côté par mon... en fait, les seuls moments vraiment associatifs auxquels j'ai pu vraiment assister, ça va être les assemblées générales. C'est là où on se rencontrait tous, moi avec tous les conflits qu'il pouvait y avoir, mais disons que pour moi la radio c'était, je savais que j'avais un direct à tel moment, à telle heure, j'installais, je faisais la réalisation, mais autrement, bon,
c'est vrai que j'ai rencontré énormément de monde à cette radio. Ben, comment ça s'appelle, les motards, le Jean-Michel, Michel, avec qui j'étais quand même assez proche. Mais au niveau de la vie vraiment associative, en fait, j'ai jamais tellement accroché. Je ne sais pas maintenant, est-ce que c'était une erreur, est-ce que c'était quelque chose, mais j'étais tellement pris en fait. Les assemblées générales, en fait, elles se déroulaient généralement, en tout cas toutes celles que j'ai pu, à plusieurs endroits, notamment l'AGK dans le 11e. Il y en a même une que je me rappelle plus où c'était avec Geneviève Passe quand elle a pris la présidence. En fait, il y avait quand même une scission entre des gens qui étaient vraiment dans les associations gays, qui misaient tous sur l'associatif, et les gens qui voulaient que la radio, prenne un tournant un peu plus, alors je dirais pas professionnel, mais pour faire fonctionner une radio, que ce soit sur le plan technique, il faut de l'argent. Ça, c'est le nerf de la guerre. Hein, quand un micro ne marchait pas, il fallait le remplacer. Quand il fallait des tables de mixage, quand, par exemple, on a changé de studio pour aller à la Tour Reflet, c'est de l'argent. Et là, il y avait une divergence d'opinion. Et c'est vrai que sur ces assemblées, des fois, c'était, je dirais pas le pugilat, mais c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué. Et personnellement, moi, je trouvais dans les deux sens, parce que après moi qui suis issu d'un milieu qui n'était pas du tout lié, j'ai trouvé vraiment formidable de se trouver devant bien l'homophobie de toute façon qui a toujours existé, qui existe encore aujourd'hui malheureusement, d'avoir des gens qui mettent leur temps justement à trouver des solutions, à essayer de se battre contre cela. Donc ça c'est plutôt le milieu associatif dont faisaient partie certainement plus des gens comme Pablo, Didier Varro, etc. Et qui étaient vraiment formidables. Et puis des gens qui étaient plus pragmatiques, hein, qui eux, c'était plus, il faut trouver de la pub, il faut faire quelque chose, mais pour trouver de la pub, peut-être il faudrait réduire ça. Et donc c'était compliqué, et ça on le sentait dans les assemblées générales, et où il y a eu d'ailleurs plusieurs bouleversements, je veux dire, entre les présidents. J'ai connu des présidents, je ne sais pas combien de présidents j'ai connus. Hein, la bisexualité à fréquence gay, c'est une autre époque. Hein, parce que c'est vrai que moi j'étais à l'époque, je suis bisexuel et j'étais attiré aussi bien par des, alors je ne vais pas dire des collègues, mais des gens de fréquence gay, aussi bien masculins que féminins. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était très mal vu. On n'avait pas encore les groupes comme aujourd'hui LGBTQ, qui incluaient la bisexualité. La bisexualité était très très pas mal vue, mais en fait vue différemment. Et j'ai eu des réflexions des fois. Quand je disais à les amis, tiens, celle-là, elle est mignonne, ou quelque chose comme ça. Oui, mais toi, t'es qu'un hétéro qui vient manger sur tous les plats, etc. Et qu'en fait, non, comme on pouvait dire, la bisexualité, je veux dire, c'est l'attirance, quoi. T'es attiré par une personne, t'es attiré par une autre, et ça, c'est pas une question de... Voilà, et non, c'était quelque chose si on se remet à cette époque-là, c'était assez conflictuel. Ça pouvait être conflictuel. Au niveau drague à fréquence gay, oui. Moi, oui. Oui, je dois dire que moi, personnellement, j'ai eu quelques aventures à fréquence gay, effectivement. Alors, je ne me rappelle pas si vous connaissiez une fille qui s'appelait Natacha, qui est venue, qui faisait je sais qu'on me l'a reproché, mais parce que, moi j'étais bisexuel, hein, donc, je suis toujours, mais enfin, même si je suis marié depuis
depuis 30 ans non, depuis 20, un peu plus de 20 ans avec Sean. Bon, j'étais jamais été insensible au chant féminin. Et je me rappelle que j'avais reçu pour mon émission Sparte une sportive, une jeune fille très jolie, qui s'appelait Natacha, une blonde, etc. J'avais complètement craqué. et je l'ai fait intégrer à la radio. Mais après, elle était associative à un point. Elle a foutu une pagaille. Bon, elle n'est pas restée longtemps. Elle nous a fait suer longtemps. Et combien de fois j'ai dit « Merci Gérard Christian, merci Gérard Christian ». Donc, non, c'est vrai. Et puis des gens qui ont été invités, et puis qui sont devenus des petits amis, des amis. Moi, personnellement, c'est vrai, j'avais rencontré Pascal Menand aussi. Je ne sais pas si on se rappelle de Pascal Menand, qui était un motard, malheureusement, qui nous a quittés en 87. Pascal Menand qui faisait des émissions avec Jean-Michel, qui participait de temps en temps aux émissions de Jean-Michel et Pascal au niveau de la moto. C'était un garçon très très gentil, adorable. Et oui, et puis bon, c'était un petit commun. C'est vrai que je dois avouer mon point faible. C'était un petit peu, je vais dire, toutes les soirées. On avait des diversités au niveau même du milieu homo complètement différents qui se rencontraient. Et c'est vrai, il y a beaucoup de couples qui sont faits, défaits peut-être. Et je me rappelle que même à une de ces soirées à la piscine avec un de mes amis, Jean-Luc, on a pratiquement rompu suite à une de ces soirées. J'avoue, c'est de ma faute. C'était une soirée, c'était à la piscine à côté des Champs-Élysées. J'ai très bon souvenir de cette piscine. Est-ce que Fréquence Gay a joué un rôle dans mon coming out ? Je vais dire que oui, dans la mesure où... Bon, moi j'avais fait quand même mon coming out avec certains proches de ma famille, notamment mes frères et mes sœurs, avec qui ça se passait très très bien. Par contre, mon père, non, parce que mon père était quelqu'un, était d'origine d'Afrique du Nord, il était pied noir, d'origine espagnole, footballeur, sportif, etc. Donc j'ai un peu vécu dans cet environnement et on parlait pas de gay ou d'homosexuel, autrement c'était dans des termes assez je vais dire, brutaux. Donc, est-ce que Fréquence Gay, oui, Fréquence Gay a joué un rôle important dans ce coming out par rapport à mon père, parce que pour une assemblée générale, j'ai reçu un courrier au nom de Monsieur Médina. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qui a envoyé le courrier, mais au lieu de mettre Monsieur Gérard Christian, parce que je reçois souvent Gérard Christian Médina, parce que Gérard Christian, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas un pseudonyme, c'est mon deuxième prénom, c'est Gérard et Christian, sauf que je ne mettais pas mon nom de famille. Donc, alors là, c'était Monsieur, il y avait écrit G. Médina. Et comme mon père s'appelait Jules, alors je ne sais pas s'il a confondu le J avec le G ou je ne sais pas. En fait, il a ouvert le courrier. Et puis, bon, ben voilà, Fréquence Gay, la radio des homosexuels 24 heures sur 24. Mon cher Gérard, nous t'invitons à l'Assemblée Générale. Et puis là, bon, ben voilà, il a découvert. Il a découvert et je me rappellerai tout le temps parce que ma sœur, bon, bien sûr, qui était au courant et qui travaillait avec mon père, parce que mon père était expert comptable et il travaillait à la maison avec ma sœur. Et ma sœur qui m'envoie un message sur mon répondeur à mon travail, « Gérard, Jules est au courant !» En fait, ça s'est très bien passé. Il m'en a jamais parlé. Donc, ça a été une grande surprise, parce que je me suis fait absent pendant quelques temps. Je ne suis pas allé à la maison pendant, je vais dire, 2-3 semaines. Puis, je me dit, bon, il va me poser des questions, etc. Et puis non, rien. Voilà, donc au niveau de mon coming out, merci Fréquence Gay, mon père a été au courant via Fréquence Gay. Est-ce que Fréquence Gay m'a fait évoluer au niveau du milieu gay ? Ah oui, complètement.
Complètement, parce que moi, avant Fréquence Gay, mon rapport avec... alors que je savais que j'étais homo, bi, comment ça s'appelle, depuis tout petit. Hein, je me rappelle qu'on m'avait envoyé quand j'étais petit dans un aérium. Euh, J'étais amoureux d'une petite fille et j'arrêtais pas d'aller voir un copain quand il allait prendre sa douche ou n'importe. Donc c'est quelque chose que je savais euh, depuis tout le temps. Mais par contre que j'enfouissais. Donc ce que je faisais, je sortais avec des filles, etc. Et puis j'évitais, comment ça s'appelle, l'autre. Par contre c'est vrai que Fréquence Gay, ça a été, je vais dire, je dirais comme... on rentre dans un tunnel et puis on sort du tunnel et puis qu'on voit la lumière. Parce que là, j'ai rencontré, que j'étais pas tout seul, des gens qui s'assumaient. J'ai découvert qu'on pouvait être ami avec des gays sans qu'effectivement il y ait des rapports intimes, etc. Et puis, moi, j'ai eu des amis très forts, comme Michel Coquet. Michel Coquet, c'était un ami. C'était Bernard Métillon, qui était un des techniciens avec qui j'ai travaillé, qui étaient vraiment des amis, vraiment, et puis qui m'ont appris énormément, parce qu'ils étaient un peu plus âgés que moi. Non, vraiment, ça m'a fait évoluer dans tous les domaines. Ah oui, à ce niveau-là, de l'acceptation, bien sûr, parce qu'avant, c'était un petit peu la vie que vivent beaucoup de gays qui ne s'assument pas, ou alors qui viennent de familles qui malheureusement, on ne peut pas le dire, et puis on ne s'assume pas, et puis voilà, que là, j'ai rencontré des gens qui s'assumaient, et puis je me suis dit, c'est tout. Avec mes frères, de toute façon, ils l'ont su, oui, parce qu'ils l'ont su à ce moment-là, mes frères et sœurs l'ont su à ce moment-là, parce que là, je ne me suis plus vraiment caché, même par rapport à eux. Donc, ça, c'était une acceptation sans problème, et puis voilà. Moi, ma seule expérience technique que j'ai eue, c'était avec Fréquence Gay. C'est tout. Autrement, j'ai pas continué. Alors, c'est vrai que maintenant, grâce à Fréquence Gay, j'ai appris beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on me demande de faire des installations. J'arrive maintenant à faire des installations sans problème. La technologie a avancé, mais au niveau professionnel, moi, je suis toujours resté dans le milieu médical. Professionnellement, quand je parle d'installation technique par rapport à Fréquence Gay, toutes installations qui peuvent être un petit peu problématiques pour certaines personnes, je veux dire au niveau aussi bien de la hi-fi, même la télévision, l'audiovisuel, etc., je vais être beaucoup plus à même à comprendre le câblage, surtout le câblage, le son. Maintenant, je suis, comment ça s'appelle, j'ai une chaîne YouTube, et c'est vrai que je suis beaucoup plus à même à comprendre, et ça, c'est grâce à Fréquence Gay, les câblages, relier du son, bien qu'on n'avait pas l'audiovisuel à l'époque, mais enfin, c'est un petit peu le même principe. Alors, pourquoi je suis parti de la radio? C'était surtout quand il y a eu pas mal de problèmes internes, et notamment il y a eu un problème qui m'a choqué assez fortement, c'est quand il y a eu une espèce de putsch. Alors je crois qu'il y a eu deux putschs, mais il y en a un, le dernier, je n'y ai pas assisté, mais il y a eu un putsch, je crois que c'était en 85, quelque chose comme ça, où on est arrivé, c'était rue de Flers, au studio de Beaugrenelle. On arrive au studio, les studios étaient fermés, je me rappelle, c'était Bernard Métillon qui me dit Gérard, les studios sont fermés. Et puis moi, en plus, j'avais du matériel à moi dedans, et puis ça s'est passé assez brutalement, parce qu'il a fallu un référé pour qu'on puisse montrer que les personnes qui avaient pris les rênes de la radio n'étaient pas légitimes. C'est là qu'il y a eu des soirées justement avec d'autres gens. Et là, c'est vrai que j'ai décroché. Là, petit à petit, j'ai décroché. Oui.
Alors, d'après ce que j'avais su, c'était des gens, un monsieur dont j'avais la photo, dont je ne me rappelle plus le nom, un monsieur qui était toujours habillé en costume, avec une gabardine, un chapeau, et qui était rentré à la radio comme standardiste en fait, et en fait avec plusieurs de son entourage, petit à petit on gravitait autour de la radio, et en fait ça aurait été des gens plus ou moins extrémistes de l'extrême droite, des sympathisants du Front National de l'époque, et donc qui ont essayé de prendre la radio. Pourtant, d'après ce que j'avais compris, ce monsieur, il était gay. Ils étaient gays. C'était pas une infiltration extérieure, etc. Non, c'était des gens gays. Et oui, il y a des gens d'extrême droite dans le milieu gay. Non, j'ai connu des gens formidables. À part ce putsch, mais non, j'ai pas de regrets. Je pense que tout était légitime, comme je disais plus tôt. Il y avait deux façons de voir la radio, une façon associative qui était légitime et je crois que c'est grâce à soi que cette radio a vraiment fonctionné, hein, parce qu'on avait une image, malheureusement qui a disparu aujourd'hui, mais une image 24 heures sur 24, la radio homosexuelle 24 heures sur 24, il y avait cette chose-là. Bon, il y avait une autre vision, peut-être pas une autre vision, plutôt quelque chose de complémentaire. Il fallait ramener de l'argent et peut-être qu'il fallait peut-être réduire certaines visions. Bon, peut-être on parlait des petites annonces, et moi je trouvais que c'était une erreur, parce que les petites annonces c'était quelque chose, justement une image de la radio, ça on ne pouvait pas supprimer ce genre d'émission. Mais non, de regret, non, pour moi j'ai un souvenir incroyable. Alors, comme émotion, en fait c'est de la fierté d'avoir participé, d'avoir pris le train en marche, et d'avoir participé à ce mouvement qui est unique. Parce que je crois qu'aujourd'hui, des choses comme ça, je vais dire, on a peut-être vu au début de la télévision, quand ces gens-là, comme Pierre Sabag, etc., ont fait des émissions qui, je vais dire, pour rien du tout, ils étaient à peine payés. Par contre, ils ont créé quelque chose. Nous, on a vraiment créé quelque chose. D'abord, on était dans la création de la radio privée, dans la radio libre, et surtout de montrer au monde qu'il y avait le monde homosexuel, et que le monde homosexuel pouvait s'ouvrir, ouvrir une fenêtre et dire nous sommes là, nous sommes les homosexuels, radio 24 heures sur 24. Et c'est une fierté et même un honneur d'avoir participé à ça, d'avoir participé à ce mouvement. Et ça, je crois que malheureusement, on a très peu de chances de pouvoir participer à ce genre de choses. Que ce soit les fêtes, que ce soit tout, même dans les studios, pendant les émissions, on venait voir les émissions des uns, des autres. Non, quand il y avait des invités, on allait voir. Non, c'était une époque... mais nous, on a créé quelque chose. C'est une création. C'est une création. Et FG existe toujours. Malgré tout, c'est quand même la continuité. Bon, peut-être pas comme on le voudrait, mais enfin, c'est toujours une continuité. On peut dire, oui, FG, sans nous, vous n'existeriez pas.